Voilà, encore quelques exercices. On est dans Z sur NZ et je suppose que N, il se décompose en P1, N1 fois, etc. PR, NR ou PI sont des nombres premiers distincts. Voilà. Combien il y a d'éléments qui vérifient x2 égale x, ce qu'on appelle les idempotents, et combien il y a d'éléments qui vérifient xk égale 0 pour k assez grand, donc les nilpotents. Voilà. Ensuite, est-ce que vous savez résoudre x2 égale 2 modulo 119? Précision, 119, hein, vous fatiguez pas, c'est 7 fois 17. Est-ce que vous pouvez montrer que si x est un entier, x puissance 560 est congru à 1 modulo 561 dès que x est premier avec 561? Alors ça, ce serait vrai toujours si 561 était premier, par exemple. Ce n'est pas le cas. 561 est égal à 3 fois 11 fois 17. Donc c'est pour montrer qu'il n'y a pas de réciproque à Fermat. Hein. On peut avoir ça sans que le nombre soit premier. Voilà. Donc essayez de montrer ceci. Hein. Vous voyez que le lemme chinois est derrière ces trois exercices. On a donc le lemme chinois, Z sur NZ, qui va être isomorphe comme anneau, c'est important, au produit des Z sur PINI Z, d'accord, sur les I. Et on veut résoudre une équation algébrique comme x2 égale x là-dedans. Comme c'est un morphisme d'anneau, bah, ça revient à résoudre x2 égale x dans chacun des anneaux. Pareil, xk égale 0, pour k assez grand, revient à chercher xk égale 0 dans chacun des anneaux. Donc on va étudier ces anneaux-là. Mais ces anneaux sont des anneaux particuliers qui ont une jolie propriété d'être de localité, ce qu'on appelle des anneaux locaux. Regardez les inversibles. Quels sont les inversibles de Z sur PI, Z? Les inversibles, c'est ceux qui sont premiers avec PI, c'est-à-dire qui ne sont pas multiples de PI. D'accord? Et on est donc soit inversible, soit nilpotent. Parce que quand on n'est pas inversible, c'est qu'on est multiple de PI. Et si on est multiple de PI, ben pour un certain K, pour K assez grand, entre parenthèses plus grand que NI, et ben ça fait 0. D'accord? Donc on est nilpotent. Voilà. Donc maintenant, quel est l'ensemble des solutions de x facteur de x moins 1 là-dedans? Ben, ce que j'affirme, c'est que soit x est multiple de PI, soit x moins 1 est multiple de PI, soit aucun des deux. Mais ils ne peuvent pas l'être les deux en même temps. Sinon, 1 serait multiple de PI. Et ça, c'est pas possible. Donc, soit lui est inversible, soit lui est inversible, soit les deux, mais ils ne peuvent pas être les deux non inversibles. Donc ça veut dire que soit x égale 0, soit x égale 1. Donc ça fait qu'il y a deux solutions là-dedans. Comme il y a deux solutions là-dedans, eh ben, le nombre de solutions, ça va être 2 puissance R. Voilà. Maintenant, on a résolu ça. Pour xk égale 0, eh ben, combien il va y avoir de nilpotents? Ben, ça va être les multiples de P. Ben, les multiples de P, là-dedans, il y en a PI puissance NI moins 1. Donc le nombre de multiples de P ici ça va être le produit des PI puissance NI moins 1, qu'on peut écrire aussi N sur le produit des PI. Voilà, donc on a trouvé le nombre ici d'idempotents et le nombre de nilpotents dans Z sur NZ. Ensuite, résoudre x2 égale 2, modulo 119. Donc on écrit z sur 119 comme le produit de z sur 7z croix z sur 17z, et ceux-là sont premiers. On sait qu'il y a au plus deux solutions, d'accord? On voit que 3 est solution, parce que 3 au carré, alors là on tâtonne, hein, on ne peut rien faire d'autre que tâtonner
avec les moyens qu'on a. 3 au carré, ça fait 9, donc ça fait 2, bon, donc c'est bon. Donc l'autre solution, c'est moins 3, et il n'y en a pas d'autre parce qu'il y en avait au plus 2 solutions. Donc ici, ça fait plus ou moins 3. Pareil, si on regarde 17, ben 17 plus 2, ça fait 19, c'est pas un carré, mais 34 plus 2, ça fait 36, c'est un carré, donc plus ou moins 6 est solution. Donc, de la même manière, il n'y a que ces deux solutions-là. Et donc maintenant, puisque on veut résoudre une équation, ça revient à résoudre ici, revient à résoudre ici, puisqu'on a un morphisme d'anneau. Donc ici, il faut trouver un x tel que x est congru à plus ou moins 3 modulo 7 et congru à plus ou moins 6 modulo 17. Donc on écrit l'identité de Bezout, 5 fois 7 moins 2 fois 17, ça fait 1, et donc ça va faire qu'on va prendre plus ou moins 6 fois 5 fois 7, moins plus ou moins 3 fois 2 fois 17, il faut faire attention à ce strabisme, là, et on va trouver comme solution, en fait, plus ou moins 11 et plus ou moins 45 modulo 119. Voilà. Ensuite, l'autre exercice, montrer que x puissance 560 est congru à 1 modulo 561 pour tous les x premiers avec 561. Donc, on écrit d'abord, ici, regardez, le lemme chinois, voilà, ce morphisme du lemme chinois, on a un isomorphisme, et on regarde le groupe multiplicatif, ici, et en fait, ça passe au groupe multiplicatif, d'accord? Pourquoi je regarde le groupe multiplicatif? Parce que x, il est dans le groupe multiplicatif, puisque le groupe multiplicatif, ici, c'est les premiers, glace de x, premiers avec 561. Et donc, x va se retrouver, son image va se retrouver comme un triplet là-dedans. Et donc, il faut montrer que cette image, donc ce x puissance 561 est égal à 1, ici, ce qui veut dire que là-dedans, c'est égal à 1, 1, 1, puisque 1 correspond à 1, 1, 1 par le morphisme du lemme chinois. Mais ici, on a plusieurs fois Fermat. C'est-à-dire que si je prends y là-dedans, dans z sur 3z étoile, y puissance 2 est égal à 1, puisque lui, il est d'ordre 2, donc d'après Fermat, y puissance 2 est égal à 1. Donc y puissance 560 est égal à 1, puisque 2 divise 560. De la même manière, y puissance 10, là-dedans, puisque z sur 11z étoile est d'ordre 10, un groupe multiplicatif d'ordre 10, y puissance 10 est égal à 1. Oui, mais 10 divise 560, ça c'est évident. Et pareil, on a 16 qui divise 560. Il se trouve que c'est une coïncidence qu'à chaque fois, on a un nombre n qui se décompose en produit de nombres premiers sans multiplicité, et que pour ces nombres premiers, on a à chaque fois, si j'appelle P ces nombres premiers, on a à chaque fois que P-1 divise N-1. Donc ça s'appelle les nombres de Carmichael, et il se trouve qu'ils fournissent des contre-exemples à la réciproque de Fermat. Encore des petites histoires. Là, ici, je vous demande cette fois-ci de résoudre x2 égale 2, mais attention, modulo 289, alors 289, c'est normalement, si je ne me trompe pas, 17 au carré. Voilà. Alors là, il n'y a pas de lemme chinois. Pas possible. D'accord? Donc comment faire? Quel est le dernier chiffre dans son écriture décimale de 7 puissance 3 puissance 9? Grand classique. Résoudre x puissance 61 est congru à 31 modulo 99. Ça, c'est curieux. Ça a l'air moins classique, mais en fait, il y a une petite astuce. Voilà. Alors, cette fois-ci, on résout x2 égale 2, mais modulo 289, c'est-à-dire 17 au carré. Alors donc, il n'y a pas de lemme chinois, mais qu'est-ce qui va remplacer le lemme chinois? Eh bien, on a ce morphisme de z, morphisme d'anneau, de z
surjectif, hein, sur Z sur 17Z, voilà, donc ça c'est la surjection canonique, et 289Z, comme c'est 17 au carré, ben là ça va vers 0, donc il y a un passage au quotient, et on a un morphisme qui va de là vers là. Donc on sait quoi? On sait que si X est solution, alors forcément, comme c'est un morphisme d'anneau, ici on aura une solution de x2 égale 2. Mais tout à l'heure on a vu que x2 égale 2 avait pour solution plus ou moins 6. Donc on sait déjà quelque chose, c'est que x ici, il va vers plus ou moins 6. Alors attention, ça veut dire que x est égal à plus ou moins 6, mais plus 17 fois k. D'accord? Alors maintenant, j'élève au carré, et je veux que ce soit égal à 2 modulo 289. Alors quand je vais élever au carré, je vais avoir 6 au carré, plus 34 fois plus ou moins 6 fois k, qui devra être égal à 2, et le 17 au carré qui reste quand je développe le carré ici, eh ben, il est nul parce qu'on est modulo 17 au carré. Donc je veux avoir cette égalité-là, modulo 17 au carré. Mais, on l'a vu, donc ça 6 au carré, ça fait 36, 2 moins 36, ça fait moins 34, et je vais pouvoir diviser par, par 34 des deux côtés si je suis dans Z, et ça veut dire que modulo 17, parce que j'étais modulo 17 au carré, mais j'ai divisé par 17, hein, donc modulo 17, j'ai 6K qui est égal à plus ou moins 1. D'accord? Il faut que je trouve l'inverse de 6 modulo 17, mais l'inverse de 6 modulo 17, c'est 3. Hein, d'accord? C'est facile à trouver. On peut le faire avec l'identité de Bezout, parce que 6 et 17 sont premiers entre eux, hein, mais là c'est facile, donc c'est 3 fois 6 moins 17 égale 1, donc c'est 3. Et donc on va avoir moins ou plus 3 ici pour K, ce qui va faire que X va être égal à plus ou moins 6 moins 3 fois 17, et ça va faire moins ou plus 45. Voilà, donc la réponse était plus ou moins 45 modulo 289. Voilà. Quel est le dernier chiffre dans l'écriture décimale de 7 puissance 3 puissance 9? Alors ça veut dire, on se demande, donc là c'est un point d'interrogation, c'est pas un 2. On se demande que vaut 7 puissance 3 puissance 9 modulo 10. D'accord? Mais ça, c'est 7 bar 3 puissance 9. D'accord? Ça c'est modulo 10. Et 7, il est premier avec 10. Donc ça veut dire qu'on travaille dans le groupe multiplicatif z sur 10z étoile, qui est d'ordre phi de 10. Phi de 10, ça fait phi de 2 fois phi de 5, donc ça fait 1 fois 4, donc 4. Donc c'est d'ordre 4, ça veut dire que 7 puissance 4 est égal à 1. Ça ne veut pas dire que 7 est d'ordre 4, il faut vérifier. On regarde les puissances de 7, il y a 1, 7, puis 7 au carré, ça va faire 49, donc moins 1. Bon, ça y est, on a compris, on va avoir moins 7, donc 7 bar est d'ordre 4. Donc maintenant, les puissances successives de cette barre vont former une suite périodique de période 4. Et il faut que je trouve 3 puissance 9 modulo 4. Mais modulo 4, 3, c'est moins 1. Donc on a moins 1 puissance 9, et comme 9 est impair, ça fait moins 1. D'accord? Donc en fait, c'est moins 1. Donc la réponse, c'est finalement moins 1 modulo 4, c'est 3. Donc ici, c'est le troisième, c'est-à-dire celui-ci. Mais moins 7 modulo 10, c'est 3. Donc la réponse, le dernier chiffre, c'est 3. D'accord? Voilà. Ensuite, résoudre x puissance 61 congru à 31 modulo 99. C'est un petit peu méchant, mais parce que c'est quand même une astuce, il faut calculer phi de toute façon. Si x est solution, alors le PGCD de x est de 99, tout ce qui divise x et 99 divisera
x puissance 61 et 99. Donc divisera 31 et 99, et comme 31 est premier, qui ne divise pas 99, ce diviseur est forcément 1. Donc x et 99 sont premiers entre eux. Donc on va travailler évidemment dans z sur 99, z étoile. C'est toujours intéressant d'en calculer sa fonction de l'air, son indicatrice de l'air. Donc ça fait phi de 99. Alors comment on le calcule, hein? On fait 99 et on regarde pour tous les p qui divisent, premier qui divise 99, on multiplie par 1 moins 1 sur p. Donc ça fait 99 fois 1 moins 1 tiers fois 1 moins 1 onzième, et on trouve 60. Voilà. Ce qui veut dire que, par Fermat, x, quand il appartient à ça, puisque quand x est solution, il appartient à ça, on a forcément que x puissance 60 est égal à 1, parce que l'ordre divise l'ordre du groupe, l'ordre d'un élément. Donc x puissance 60 est égal à 1, ce qui veut faire que x puissance 61, quand je vais multiplier par x, ça va être x. Donc ça veut dire que x est congru à 31 modulo 99. Donc on a trouvé les x, hein, c'est bien équivalent. Voilà. Très bien. Alors là, je vous laisse faire pour x congru à 2, c'est ce système de congruence, et x congru à 11. X congru à 2 modulo 21, x congru à 11 modulo 35. Voilà, essayez de le faire. Alors donc il n'y a pas de solution en fait. Alors comment on va le montrer? Cette fois-ci 21 et 35 ne sont pas premiers entre eux. Hein. Et leur PGCD c'est 7. Donc si x existe, alors x est égal à 2 plus 21k et x est égal à 11 plus 35L avec k et L dans Z. Hein, d'accord? Et maintenant on regarde ça modulo 7. Et bien ici ça fait 2 modulo 7, puisque 21 est multiple de 7, et ici ça fait 4 modulo 7, ça se voit rapidement. Mais x ne peut pas être congru à 2 et à 4 modulo 7, parce que si c'était le même x, ça voudrait dire que 2 est congru, 4 moins 2, d'accord, est congru à 0, x moins x, modulo 7, et ça c'est impossible, d'accord. Voilà. Maintenant, on va essayer de le dire autrement, parce que finalement, le fait que ce soit impossible, on a eu un peu de chance, d'accord? Et on aurait été bien embêté si on n'était pas tombé sur une contradiction, parce qu'il aurait fallu aller plus loin. Donc ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, allons-y pour un cadre général. On a l'équation, le système de congruence, x congru à a modulo m et x congru à b modulo n, mais cette fois-ci m et n ne sont pas forcément premiers entre eux, ils ont un PGCD delta, et on va dire qu'ils ont un PPCM mu. Alors donc résoudre une équation, c'est finalement chercher une image réciproque dans l'application qui de z vers z sur nz croix z sur nz envoie x vers x modulo m, x modulo n. D'accord? Ce couple-là. Alors, cette application, c'est un morphisme. C'est un morphisme dont le noyau est... le noyau de ce morphisme, c'est l'ensemble des éléments qui ont pour image 0, 0 ici. Et ça veut dire qu'ils sont multiples à la fois de m et de n. Donc, si et seulement si, ils sont multiples du PPCM mu, d'accord? Donc, on a par passage au quotient une application maintenant qui est injective, d'accord? Que je note comme ça, hein, parce que c'est injectif, c'est une application, il y a une flèche, mais c'est injectif, de z sur mu z dans z sur nz croix z sur nz. Mais cette fois-ci, on ne peut pas dire qu'elle est surjective, parce que là, il y a mu éléments, et là, il y en a mn. Or, a priori, mn est strictement plus grand que mu. Donc, deux cas vont se poser. Soit alors, on est tombé sur un élément qui n'est pas dans l'image, et dans ce cas-là, S, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Soit alors, on est tombé sur un élément, ici AB, qui est dans l'image, et dans ce cas-là, il y a au moins une solution, d'accord? Mais cette solution est modulo mu. Deux solutions, dans ce cas-là, diffèrent
si on a deux solutions, alors leur différence est multiple de m et multiple de n, c'est-à-dire dans le noyau et donc dans mu z. Donc ce qui veut dire que l'ensemble des solutions est de la forme x0 plus mu k, où k parcourt z. Voilà. Donc maintenant, comment savoir si on est dans un des deux cas? Ben, on a vu tout à l'heure, hein, quand on a fait cette petite équation avec 21 et 35, on a vu que S était l'ensemble vide. À quel moment? Ben, on a vu que si on regarde A modulo delta et B modulo delta, si ça ne donne pas la même chose modulo delta, alors S égale l'ensemble vide, c'est impossible. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on a une condition nécessaire pour avoir une solution x0, c'est que A modulo delta soit égal à B modulo delta. D'accord? Ça dans Z sur delta Z. Voilà, ça c'est une condition nécessaire. Eh bien, il se trouve que c'est une condition suffisante. C'est ça qu'on va voir. Donc, on va construire un x0 à partir de l'identité de Bezout UM plus Vn égale delta. Et le x0, je vous l'annonce tout de suite, c'est 1 sur delta AVN plus BUM. D'accord? Alors, en effet, étant donné que maintenant on a cette condition que A et B sont égaux modulo delta, ça veut dire que A égale B plus K delta, avec pour un K dans Z, d'accord? Donc je peux écrire x0 égale 1 sur delta B plus K delta Vn, d'accord? Je remplace, je substitue ici, plus BUM. Mais maintenant, étant donné que Vn plus UM, ça fait delta, d'accord? Il va rester les termes en B, il va y avoir plus que B ici. Maintenant, il va rester K delta sur delta, donc KVN, d'accord? Ce qui veut dire que, en fait, mon x0, c'était pas évident au départ, mais il appartient à Z, d'accord? Voilà. Et en plus, modulo n, on voit qu'il est égal à B, d'accord? Donc, il est congruent à B modulo n, et de la même manière, par la symétrie de la formule en A et B et en M et N, eh ben, X est congruent à A aussi, modulo M. Donc on a trouvé notre solution, et l'ensemble des solutions, hein, puisque l'ensemble des solutions, c'était une solution particulière, plus la solution générale sans second membre, c'est-à-dire les mu K. Voilà. Bonjour, alors aujourd'hui on va voir le protocole RSA, comment coder, comment décoder et comment craquer. Et bon, ça peut être voilà, pour l'intérêt général, mais ça peut être aussi dans le cadre évidemment de l'agrégation, c'est-à-dire avec des théorèmes, des preuves liées aux résultats d'arithmétique bien connus des candidats à l'agrégation, interne ou externe. Alors, donc on aura trois personnages, Alice, Bob et le coyote. ABC, hein, d'accord. Alice, alors, quand je vais dire Alice, Bob et le coyote, ça ne veut pas dire forcément les personnages. Quand je dis Alice calcule, c'est pas Alice qui calcule, c'est son ordinateur. Quand je dis Alice partage le nombre n, bon, elle connaît peut-être pas le nombre n, voilà, et Bob non plus, mais c'est simplement les machines qu'ils utilisent, d'accord? Donc, bon, évidemment, il y a ça à avoir un petit peu en tête pour la réalisation de la chose. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Alice présente une clé publique. Par exemple, elle peut avoir un site internet et où elle met sa clé publique. Si vous voulez m'écrire en message crypté, voici ma clé publique. Bon, beaucoup de gens font ça actuellement. Cette clé publique est un nombre entier naturel n qui est le produit de deux nombres premiers p et q distincts, d'accord? Et attention, elle partage ce nombre-là. En revanche, elle ne partage pas P et Q. Ensuite, il y a la deuxième clé publique, c'est E, un nombre E, entier naturel,
qui est premier avec phi de n, où phi est l'indicatrice de n. Donc, on partage ça, ce qui va faire que Bob, qui veut envoyer un message à Alice, connaît n et e. Le coyote, qui veut intercepter le message entre Bob et Alice, eh bien, lui, il connaît n et e aussi. Mais en revanche, il n'aura que le message crypté et il n'aura pas les moyens de le décoder. Un message, bon, on verra ça tout à l'heure, mais on va imaginer qu'un message, c'est un nombre m. Ensuite, on verra comment, à partir de mots, on peut en faire correctement un nombre m. Un nombre entier naturel, et a priori, on voudrait qu'il soit strictement plus petit que n. Alors oui, quitte à subdiviser, si vous avez une longue lettre à lui envoyer qui risque de donner un nombre, d'aboutir à un nombre plus grand que n, alors bon, la machine va subdiviser votre message en réunions disjointes de sous-messages qui, eux, vont vérifier ça. Bon, mais donc on peut se ramener au cas où m est strictement plus petit que n. Et lui, il va envoyer m puissance e modulo n à Alice. Voilà, m puissance e modulo n. Donc effectivement, il peut le faire, puisque ça, m, c'est son message, la puissance e, il connaît, modulo n, il connaît, donc tout ça, ça pose pas de problème. Maintenant, Alice peut retrouver m. Comment elle va retrouver le message? Eh bien, c'est à partir d'un nombre qu'elle seule possède, qui est un nombre d, qui est l'inverse de e dans le groupe z sur lz étoile. Voilà. Alors, d'abord, il faut se convaincre que d ne peut pas être connu ni de Bob, ni du coyote. Il faut faire un algorithme d'Euclide, en quelque sorte. Hein. Vous savez comment on fait pour faire un inverse. C'est un algorithme d'Euclide. C'est-à-dire qu'il faut écrire ED moins k phi de n est égal à 1. Comme ça, modulo phi de n, on aura ED égale 1. Et pour avoir D, il faut avoir E, mais ça tout le monde l'a, mais il faut aussi avoir phi de n. Or, phi de n, il n'est pas clair. On a n, mais pour calculer phi de n, combien vaut phi de n? Eh bien, phi de n, il vaut phi de pq. Comme p et q sont premiers entre eux, parce qu'ils sont premiers et distincts, ça fait phi de p fois phi de q, parce que phi est une fonction multiplicative, ce qui fait que c'est p-1 fois q-1. Ou si vous voulez, n moins p, parce que n c'est pq, moins p, moins q, moins 1. Donc si vous n'avez pas p et q, et que vous avez juste n, vous ne pouvez pas calculer phi de n. Ça, c'est embêtant. Alors vous allez me dire, bien sûr, il suffit de décomposer n en facteur premier. Justement, ça, c'est pas facile, pour l'instant. Hein. Pour l'instant, le système RSA est basé sur le fait que la décomposition, il est facile de multiplier, et il est difficile de décomposer. Voilà. Et ça, une machine, sur un nombre qui est énorme, prendra trop de temps. Vous allez me dire, tout est possible si c'est une question de temps, mais là, ce sera un temps, on va dire, non polynomial, en n. On comprend bien, hein, la base du système RSA, c'est qu'il est facile de multiplier, mais il est difficile de décomposer. Donc, coder sera facile, mais décoder, quand on n'a pas la clé, sera difficile. Bien, donc maintenant, on est convaincu que D est difficile à trouver pour le coyote, et donc avec ME, il va rien pouvoir en faire, a priori, ou alors il devra passer énormément de temps à décoder. Maintenant, on va voir le théorème suivant qui permet d'affirmer que D, c'est la clé pour décoder. C'est-à-dire que ME, donc le message que reçoit Alice, quand on le met à la puissance D, c'est congru à M modulo N. Donc, étant donné que M est strictement inférieur à N,
et qu'elle a m modulo n, ben elle a m, vraiment. Donc elle va avoir le message. Voilà. Alors, on va faire la preuve de ça. D'abord, on dit que ED moins K phi n est égal à 1. Ça, c'est l'identité de Bezout appliquée au fait que E et phi de n sont premiers entre eux. D'accord ? J'ai mis un moins ici pour que K soit un entier positif. On verra dans la suite que c'est bien comme ça. Mais bon, on s'en fiche, évidemment. Hein. Si K était négatif, eh bien là, on n'aurait jamais 1, hein, vous vous doutez bien. Maintenant, il faut montrer que m puissance E puissance D est congru à m modulo n. Comme n est égal à PQ, ce qu'on va voir, bon, on le précisera plus tard, c'est qu'il suffit de montrer qu'il est congru à m modulo P et congru à m modulo Q. Mais par symétrie, il suffit de le montrer modulo P. Donc montrons que ce nombre, n puissance ED, finalement, est congru à m modulo P. Bah, vous avez deux cas, soit P divise m. Dans ce cas-là, P divise m, ici, on aura 0 modulo P. Et ici, on aura 0 aussi modulo P. Voilà, puisque P divise m, hein, donc P divise m puissance ED. Donc on aura 0, congru à 0, donc c'est bon, la congruence est bonne. Maintenant, si P ne divise pas M, alors maintenant modulo P, ça veut dire qu'on travaille dans Z sur PZ, mais comme M est non nul dans Z sur PZ, eh bien M est dans Z sur PZ étoile, qui est un groupe multiplicatif d'ordre P-1, et M puissance P-1 va être égal à 1. Voilà, donc maintenant c'est facile, on écrit M puissance ED, c'est M puissance 1 plus 1 plus phi de n fois k, mais phi de n, c'est p-1 facteur de q-1, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ici, on a m fois m puissance 1, hein, donc m, fois m puissance. Ici, on a puissance p-1 par Lagrange, ou si vous préférez par Fermat, ça fait 1, et donc il nous reste 1 puissance q-1 k, et donc ça fait 1. Donc ici, il ne nous reste plus que m. Alors, on finit la preuve de ce théorème. Donc je vous rappelle que n est égal à PQ, P et Q sont premiers entre eux, donc Z sur NZ est isomorphe à Z sur PZ croix Z sur QZ, on va dire en tant qu'anneau. Hein. Ici, on vient de montrer que M puissance E puissance D est congru à M modulo P, et de même, il est congru à M modulo Q. Donc maintenant, regardons l'image de M, mon message, modulo N, par l'application du lemme chinois. Bien, ça nous fait, par définition de l'application, hein, M modulo P ici, et M modulo Q. Bon, c'est bien défini, on connaît l'application du lemme chinois. Bon. Maintenant, de la même manière, eh bien, l'image de M puissance E puissance D modulo N par l'application du lemme chinois, ça va être lui modulo P et lui modulo Q, comme l'autre. Mais on vient de montrer, d'après ça et ça, que ça c'est M modulo P et là c'est M modulo Q. Donc ça veut dire que ces deux éléments ont même image, okay, ça et ça, et donc ils sont égaux dans Z sur NZ, ce qui veut dire que M puissance E puissance D est congru à M modulo N, et ce qui fait que Alice va pouvoir retrouver le message de Bob sans que le coyote, a priori, qui ne connaît pas D, puisse décoder. Voilà. Alors, cette preuve, elle est faite dans Carnet de voyage en algébrie 4.2.15 de cette manière-là. Maintenant, pour ceux qui remarqueraient avec raison que ça fait un développement un petit peu court, je conseille de parler des attaques. Alors, avant de passer aux attaques, on peut se demander comment on traduit un message en un seul nombre. Oui, j'utilise le code secret. Finalement, tout un message en un seul nombre. Alors, bon, on peut le deviner hein, soi-même, mais bon, voilà une petite idée hein, de comment ça se fait. Vous prenez vos caractères, les caractères que vous allez utiliser, bon, ça dépend de votre langue évidemment, mais A, B, C, D jusqu'à Z, que vous allez... donc A, ça va être 0, B, ça va être 1, C, ça va être 2, jusqu'à Z, 25. Le bit, est-ce un Z ou est-ce un R? L'espace, vous allez compter comme 26. Vous allez mettre le point, la virgule, bon, les majuscules si vous voulez, hein, c'est le luxe. Hein, vous allez prendre les caractères spéciaux, les accents, les caractères accentués, etc.
Disons, pour se fixer les idées, qu'on a 60 caractères. Bon, à la louche, hein. Et ces caractères vont de 0 à 59. Donc, un message, ça va être une suite de caractères. Voilà, M0, M1, indice K-1. Donc là, on a K caractères qui se suivent, et les MI sont tous compris entre 0 et 59. Hein. Donc, avec ça, bon, évidemment, on ne va pas l'écrire en base 10. Il faut l'écrire en base 60, si on a 60 caractères, hein, de 0 à 59. Donc, on va écrire le nombre, M, le message M en tant qu'élément de N, ça va être M0 plus M1 fois 60 plus M2 fois 60 au carré jusqu'à MK fois MK-1 fois 60 puissance K-1. Voilà. Donc on sait qu'à partir d'un nombre comme ceci, on peut en extraire. On a un algorithme qui nous permet d'extraire M0. Il y a unicité évidemment, hein, c'est justement ça la base, hein, la base 60, la base N. Et bien on a M0, M1, MK-1, à partir de M, on peut les extraire. Donc c'est une suite de division euclidienne, vous en doutez. Alors maintenant, jusqu'où va M? Petit m va être plus grand que 0. Hein. Si juste la lettre A, ce sera 0. Comme tous les MI sont inférieurs à 59, petit m va être inférieur, je mets 59 en facteur, et ici je reconnais une série géométrique de raison 60 et de premier terme 1. Donc ça va être 60 puissance k moins 1 divisé par 59, mais quand on multiplie par 59, ça s'élimine. Et on rappelle que petit m, pour être déterminé modulo n, eh bien, il doit être strictement inférieur à n. Donc on va prendre 60 puissance k moins 1 doit être strictement inférieur à n, ce qui fait que k doit être strictement inférieur à log de base 60 de n plus 1. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a n, donc à partir du moment où on a n, qui, je vous rappelle, c'est une donnée publique, eh bien, on va avoir le nombre de caractères max à envoyer à la fois. Donc, quand on a un message un peu long, il va falloir prédécouper votre message en groupes de k caractères, et ensuite le recompiler.